Avec Caroline Noyer qui me rejoint sur ce plateau. Nous accueillons Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous pendant cette interview. Adoption donc de ce budget, cette grande et belle loi de Donald Trump. J'aimerais vous faire réagir déjà à ce qu'il a dit. Est-ce que cette loi, ce budget va, comme il le dit, faire décoller le pays comme une fusée ? Alors, la plupart des crédits d'impôt qui ont été passés, en fait, existaient déjà. Il y a eu quelques augmentations, quelques coupes supplémentaires, notamment pour les petites entreprises. Enfin, globalement, c'est juste reprendre ce qui a été fait, continuer ce qui avait été fait déjà lors de son premier mandat. Donc, au niveau de l'économie... Et qui arrivait à terme, pour certaines choses. Qui arrivait à terme, voilà. C'est ça. Et il fallait... C'était ça. Ou alors, il y avait le risque, c'était en fait l'augmentation d'impôts, pour le coup. Et ce qui est intéressant dans cette loi aussi, c'est de voir que finalement, les aspects les plus difficiles, les plus controversés ont été en partie retardés. C'est-à-dire que, par exemple, les coupes dans l'aide médicale, oui, pour les plus pauvres notamment, Medicaid, viendra à terme, je crois, seulement, ça sera vers 2027, voire 2028. Donc, il y a certains effets qu'on ne va pas voir immédiatement. Et donc, la bataille, ça va être vraiment sur le récit de cette loi et de ce qu'elle signifie. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une augmentation très importante du déficit. Et là, ça, c'est vraiment une grosse question. Et on a vu la bataille à l'intérieur même du Parti républicain. Oui, il y a eu quelques récalcitrants. Hein. C'est ça. Ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, Trump a le pouvoir et il a le contrôle total du parti et que toute cette bataille, en fait, c'était un peu du théâtre et qu'au final, Donald Trump a vraiment le contrôle des deux chambres et le contrôle du parti. Caroline. On va allumer votre... Voilà. Vous venez d'évoquer le déficit en montant, un déficit qui inquiète notamment les investisseurs obligataires. Est-ce que vous pensez quand même que cette loi va permettre de générer assez de croissance pour compenser ce déficit ou rien ne le garantit ? Ça va être très difficile parce que, comme je le disais, les baisses d'impôts supplémentaires, enfin l'idée en tout cas à la base, c'est une vieille idée républicaine, c'est que les baisses d'impôts vont favoriser l'économie à tous les niveaux et vont favoriser l'investissement. Dans l'idée de Donald Trump, c'est que du coup des entreprises vont revenir aux États-Unis puisqu'il y aura des impôts plus faibles. Le taux d'impôt là, pour les entreprises est à peu près à 21%. Ça ne devrait pas forcément beaucoup bouger, peut-être un peu plus pour les petites entreprises qui ont bénéficié encore plus de baisse d'impôts. L'effet sur l'économie, je ne sais pas du tout, je ne suis pas spécialiste en économie, mais le changement en tout cas n'est pas très important au niveau de ce que ça va apporter de plus que ce qu'il y avait déjà. Par contre, il va y avoir d'autres dépenses importantes dans la défense. Et puis, dans tout ce qui est aussi la police, tout ce qui est construction du mur, tout ce qui est anti-immigration. Vous parliez tout à l'heure des coupes dans les aides médicales qui allaient mettre un petit peu de temps à se voir. L'enjeu derrière ce narratif et effectivement ce timing, ce sont les élections de mi-mandat. Exactement. C'est le premier enjeu, là, vraiment très important. Et c'est pour ça qu'on a vu dans cette loi des échéances très différentes. Donc, les coupes d'impôts sont tout de suite mises en place. Par contre, tout ce qui est coupes budgétaires, notamment pour tout ce qui est médical, pour ce qui est aussi l'aide à la nourriture pour les plus pauvres, etc., tout ça, c'est retardé. Qu'est-ce qui risquerait justement lors de ces élections de mi-mandat ? C'est de perdre ce plein pouvoir dont vous parliez tout à l'heure ? Mais oui, parce qu'en fait, beaucoup de l'électorat, une grande partie de l'électorat républicain vit dans des circonscriptions un peu rurales, parfois pauvres. Et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que les couches les plus populaires ont plus voté Donald Trump. Et ce sont ces personnes qui très souvent bénéficient de l'aide médicale, une partie de l'Obamacare justement. Ils en bénéficient dans le quotidien. Il y a des hôpitaux qui pourraient aussi fermer, des hôpitaux ruraux. Il y a déjà des tensions au niveau de certains hôpitaux et de leur argent, Parce que ce qui va se passer, en fait, c'est que si vous avez moins de personnes qui sont couvertes au niveau de la santé, elles vont aller directement à l'hôpital, aux urgences, puisque aux États-Unis, quand vous êtes vraiment aux urgences, on doit
s'occuper de vous, mais c'est au moment où vous êtes vraiment très grave, en fait, et ça, c'est l'hôpital qui paye dans ces cas-là. Et ce qui fait que le coût pour les hôpitaux va augmenter, puisqu'il y aura plus de gens qui iront en urgence. C'est un petit exemple, mais c'est assez connu et assez classique. Caroline. Ce budget, il a été adopté très rapidement pour un budget américain. Est-ce que finalement, c'est bien le résultat du fait que les détracteurs de Donald Trump n'ont pas osé s'imposer de trop? Est-ce que c'est le résultat du fait que Trump n'est pas un fan du débat parlementaire? Non, pas du tout. Et surtout, il voulait que ce symbole du 4 juillet, la fête de l'indépendance, il avait déjà tout prévu. Donc, il s'est mis d'ailleurs cette pression supplémentaire. Et puis, on voit aussi que le rôle d'Elon Musk, qui était contre ce projet de loi et qui disait qu'il allait s'attaquer à tous les élus qui votaient ce projet, finalement, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas s'il va s'attaquer à l'ensemble du Parti républicain. Et puis, Donald Trump a appelé certains élus. Il y a aussi comme l'élu d'Alaska, Murkowski, qui a réussi à avoir des protections spéciales pour son État, pour l'État d'Alaska, où certaines de ces mesures ne vont pas être mises en place, notamment sur la santé, par exemple. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment tout ça s'est joué. Mais finalement, effectivement, ce que ça nous dit, c'est que beaucoup de cette discussion, en fait, cette loi ne plaît à quasiment personne, même chez les élus républicains, mais ils ont voté parce que c'est la loi de Donald Trump. Cette histoire que Donald Trump raconte à ses partenaires du Parti républicain, raconte aussi à son peuple, est-ce qu'elle, malgré tout, est-ce qu'elle fonctionne, ou est-ce que les gens dans la population, concrètement sur le terrain, ils comprennent qu'ils se sont fait berner par les promesses de campagne? Alors, ce qu'on voit, c'est que dans les sondages, c'est pas une loi populaire du tout. Ça, c'est clair. Mais jusqu'à quel point les gens le comprennent, c'est-à-dire que ceux qui sont informés trouvent que cette loi n'est pas du tout une bonne chose. Mais beaucoup de gens ne s'informent pas sur les détails. C'est assez technique pour l'instant. Et je pense que il faudra... C'est pourtant des impôts, c'est pourtant des aides alimentaires, oui. C'est pourtant des aides médicales. Oui, mais c'est effectivement, mais tant que ça n'a pas un effet sur le quotidien, je pense que c'est compliqué pour certaines personnes, notamment pour un électorat qui ne s'informe pas au quotidien. Et c'est quand il y aura les effets sur le terrain que là, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir voir quand est-ce qu'on va avoir ces effets. On a eu la même chose d'ailleurs sur la question des droits de douane. Finalement, il y a un temps important entre ce qui est voté, ce qui est décidé et les effets sur le terrain. Donc quand on aura ces effets, effectivement, et la question, ça va être de savoir est-ce qu'il va commencer à avoir des effets déjà pour les élections demi-mandat qui ont lieu en 2026. Vous avez évoqué Elon Musk et ses critiques vis-à-vis du budget. Juste après l'élection, j'ai vu une interview de vous dans laquelle vous disiez « il ne peut en rester qu'un » à la fin entre Musk et Trump, donc ce divorce était prévisible. Est-ce que l'éventualité que Musk veuille porter davantage préjudice à Trump et qu'il se range, par exemple, du côté démocrate lors de la prochaine campagne, ça vous paraît probable ? Alors, du côté démocrate, ça va être compliqué parce qu'il s'est, je dirais, entre guillemets, grillé auprès des démocrates quand même. Mais avant, il était plutôt démocrate. Oui, mais il a pris des positions quand même idéologiquement quand même tellement à droite, y compris d'ailleurs de ses clients qui sont plutôt un peu bobos, etc., plutôt de gauche, qui maintenant, voilà, les clients de Tesla, notamment. Ce qu'il voudrait faire, je pense, c'est... alors, il parle de créer un troisième parti. C'est très difficile aux États-Unis de créer vraiment un troisième parti. Mais il peut être un petit grain de sable qui pose problème dans certaines élections. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la majorité républicaine au Sénat comme à la Chambre, elle est quand même assez faible. Et puis, on a eu, par exemple, un sénateur républicain, qui était sous la pression de Donald Trump, qui a dit qu'il ne se représenterait pas parce qu'il en avait un petit peu assez d'être sous pression. Et il est dans un État où il pourrait y avoir un démocrate qui a éventuellement une chance de récupérer ce siège. Donc, on va voir si Elon Musk va essayer peut-être de jouer à la marge, mais sur certaines élections, sur certains candidats, pour éventuellement menacer de faire perdre l'élection à la majorité républicaine. Merci ça reste beaucoup. À voir. Merci Jérôme Biala-Godefroy d'être venu nous voir, docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris, d'avoir parlé évidemment de l'adoption de ce budget avec Caroline Loyer.